Bon, mais je vous dis bonjour et je vous remercie d'être avec nous. Je suis Françoise, membre du bureau de l'association Revie Héros Inceste et Thérapie. Aujourd'hui, nous accueillons Alicia Giasto qui va nous présenter un outil thérapeutique, le brain spotting. Bienvenue à tous. Donc, j'ai été sollicitée pour vous parler de la thérapie Brain Spotting, donc qui a été développée par David Grand. Voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, bon, je vais commencer par me présenter, histoire de détendre un peu l'atmosphère, en tout cas la mienne. Je m'appelle Alicia Giazzo, je suis psychologue clinicienne, j'ai été diplômée en 2001. Et je me suis retrouvée très vite dans ma pratique professionnelle, les deux pieds dans le trauma. Donc, mon premier poste, c'était dans un centre de formation d'apprentis. Et là, j'accueillais des apprentis, donc des adolescents et des jeunes adultes qui étaient victimes de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, dans le cadre de leur apprentissage, mais aussi qui étaient victimes dans le cadre de leur famille. Voilà, donc ça c'était ma première expérience. Puis ensuite j'ai travaillé un an après dans un centre d'addictologie. J'étais aussi responsable d'un point écoute dans des collèges et des lycées. Et là j'avais l'impression qu'il y avait écrit sur mon front « Révélez-moi que vous avez été victime d'agression sexuelle ». Voilà, donc c'était mes premiers pas professionnels, la découverte du fonctionnement de la justice. Donc j'ai fait beaucoup d'informations préoccupantes qu'on appelait signalement à l'époque. J'ai vu tous les dysfonctionnements. Voilà, donc j'étais d'emblée dans la cruelle réalité. Et alors, j'ai commencé à me former d'abord en thérapie familiale et systémique, et puis dès que j'ai pu, en EMDR en 2007, puisque j'avais quand même conscience que les psychotraumas étaient au centre en tout cas à l'origine des difficultés de la plupart des personnes que je rencontrais. Donc je me suis formée en EMDR, ça a été assez révolutionnaire dans ma pratique. J'ai pu aider beaucoup de personnes. Et j'ai continué à me former en EMDR pendant plusieurs années, à faire tous les modules complémentaires, parce que plus j'avançais dans ma pratique et plus je trouvais des limites quand même à l'EMDR par rapport aux gens qui avaient des gros traumas et qui avaient vécu des grosses difficultés depuis leur enfance. Et en 2014 a eu lieu la première formation en brain spotting en France. Donc j'ai fait partie de la première promo. Et j'ai suivi les 3 niveaux de brain spotting. Donc là, j'ai des collègues qui ont fait un 4e niveau avec des outils complémentaires. Mais voilà, moi j'ai été formée aux 3 premiers niveaux. Et je me suis mise donc à pratiquer le brain spotting en parallèle de l'EMDR. Et en même temps, ça n'était pas suffisant pour moi, vu la patientèle que j'avais. Et c'est David Grand, en formation de brain spotting en 2015, qui a évoqué la thérapie DNMS, donc qui est une thérapie américaine des états du moi, et qui nous disait le brain spotting c'est vraiment super pour traiter les traumas, mais pour les personnes qui ont des gros troubles dissociatifs, vous pouvez vous former en IFS ou en DNMS. Donc moi j'ai découvert le DNMS, je me suis formée au DNMS et je suis devenue aussi formatrice en DNMS en langue française. Voilà, en parallèle de ma pratique du brain spotting. Donc aujourd'hui, ma patientèle est principalement des gens avec des gros troubles dissociatifs, qui sont tous, enfin en tout cas pour la plupart, qui ont été victimes d'agressions sexuelles, d'inceste dans leur enfance. Et j'ai une pratique intégrative où le brain spotting a toute sa place. Le brain spotting offre une grande liberté et une grande créativité dans la manière de l'utiliser dans sa pratique thérapeutique. Et David Grand, donc le créateur du brain spotting, nous invite tous à l'intégrer dans notre pratique qui est déjà existante et à créer avec. Donc il n'est pas du tout... il exclut absolument pas toutes les autres approches, bien au contraire.
Il dit clairement qu'aucune technique ne peut traiter la situation de chaque patient dans son intégralité. Alors, ce que moi je vais vous présenter, c'est donc subjectif, c'est lié à ma pratique professionnelle, à mes expériences personnelles de thérapeute. Je vais vous partager quelques-unes de mes expériences, mais j'ai décidé de peu partager de vignettes cliniques parce que voilà, je sais qu'il y a des professionnels et aussi des victimes dans l'audience. Donc mon objectif, c'est de vous présenter un peu ce type de thérapie, mais pas de vous déclencher avec les histoires des autres. Donc je vais peu partager de vignettes cliniques. Voilà, et je vais vous partager ma vision des choses qui n'engage que moi. Et il n'y a vraiment pas de vérité absolue en matière de thérapie. Alors, d'où vient le brain spotting? C'est le psychothérapeute David Grand, un New-Yorkais, qui l'a découvert, en tout cas qui a mis le doigt sur quelque chose et qui a élaboré cette thérapie. C'était un praticien EMDR expérimenté, il s'est formé en 1993 et il a découvert en 2003 le brain spotting avec une de ses patientes qui s'appelait Karen, qui était une patineuse. Elle faisait du patinage en compétition et ça faisait 1 an qu'elle était en suivi avec lui. Donc ils avaient des séances hebdomadaires d'1 heure ou d'1 heure et demie, je ne sais plus. Elle consultait parce qu'elle avait des difficultés en fait par rapport à sa pratique du patinage. Donc ces symptômes, c'était avant la compétition, pendant l'échauffement et pendant la compétition. Elle pouvait ne plus sentir ses jambes, oublier son programme. Donc ils ont beaucoup travaillé ensemble. Alors dans son histoire, elle avait des blessures d'attachement importantes dans sa famille, beaucoup de rejets de la part de sa mère, le rejet de sa pratique de patinage. Sa mère la rendait responsable le patinage du divorce de ses parents, beaucoup de blessures d'attachement et en parallèle elle avait aussi beaucoup de blessures sportives pendant les entraînements. Donc ils ont beaucoup travaillé, la thérapie avait de très bons résultats, à part qu'elle n'arrivait pas à faire de triple boucle. Donc elle bloquait là-dessus, le reste fonctionnait. Donc ils étaient en train de travailler là-dessus pendant à la séance où il a découvert le brain spotting. David Grand lui avait demandé de se visualiser, elle, en train de faire une triple boucle. Donc elle était en train de s'imaginer au ralenti, en train de faire cette triple boucle. Elle était connectée aux sensations qu'il y avait dans son corps à ce moment-là, aux sensations de blocage. Et là, il lui a fait suivre lentement ses doigts, parce qu'il avait en fait créé une thérapie un peu alternative de l'EMDR où il utilisait des mouvements oculaires très lents. Voilà, plutôt que des mouvements oculaires rapides. Donc, il a comme ça passé ses doigts devant ses yeux pendant environ 1 minute et à un moment, ses yeux se sont mis à osciller de manière spectaculaire et ils se sont figés sur un point, dans une seule direction. Et lui, à la place de lui dire « continue à suivre mes doigts », son bras s'est aussi figé. Et donc, elle est restée face à son doigt. De toute façon, ses yeux étaient fixés dans cette direction. Et ils sont restés comme ça. Et là, pendant environ 10 minutes, il y a tout un traitement qui s'est passé, qui s'est opéré. Donc, il y a des traumas qu'elle a évoqués qui sont venus, qui se sont succédés, qui avaient déjà été traités en EMDR, des traumas qui sont venus, qui n'avaient jamais été traités ni abordés pendant l'année de thérapie. Donc tout ça s'est enchaîné très vite et au bout de 10 minutes, ça s'est calmé. Et puis c'était la fin de la séance. Donc ils se sont arrêtés là, ils se sont rien dit de particulier sur ce changement dans la manière de procéder. Et le lendemain, elle a appelé David Grand en lui disant « J'ai réussi à faire ma triple boucle plusieurs fois, sans aucun problème, sans aucune anxiété. » Donc là, il s'est dit « Ok, j'ai trouvé quelque chose qui a l'air de fonctionner de manière assez impressionnante. » Et il a développé le brain spotting à partir de là. Donc ça fait 20 ans environ qu'il explore les possibilités offertes par cette technique, qui permet de traiter efficacement les traumas. Et il a formé environ 15 000 thérapeutes dans le monde. Alors, je vais vous présenter quelques notions clés.
La devise du brain spotting, c'est la direction de votre regard influence la façon dont vous vous sentez. Donc si vous êtes préoccupé par quelque chose, le fait de changer la direction de votre regard peut changer la perception que vous avez de votre problème. Nos yeux et notre cerveau sont étroitement liés. Et nous, les humains, nous nous orientons dans notre environnement principalement par la vue. Les signaux envoyés par nos yeux sont traités en profondeur par notre cerveau. Et notre cerveau redirige nos yeux instinctivement et intuitivement, moment après moment. Nos yeux scrutent l'environnement extérieur, mais peuvent aussi scruter notre environnement intérieur, à savoir notre cerveau, pour y trouver des renseignements. Donc, bien sûr, quand les traumatismes n'ont pas pu être traités par notre cerveau, ils vont rester figés dans le temps et stockés de manière dysfonctionnelle avant de pouvoir être traités. Et le brain spotting va se servir de notre champ visuel pour ramener l'attention de l'individu et guider le cerveau pour qu'il trouve les informations qui ont été stockées de manière dysfonctionnelle, les informations qui ont été enfermées dans des bulles dissociatives. En maintenant le regard centré sur un point, donc un spot, un point particulier à l'extérieur, dans le champ visuel, on va permettre au cerveau de rester focalisé sur l'endroit interne spécifique dans lequel le traumatisme est stocké, afin de favoriser le traitement profond permettant d'évacuer et de résoudre ce traumatisme. Le cerveau a cette capacité naturelle de guérison, et c'est cette aptitude à s'auto-traiter, à s'auto-guérir, que le brain spotting utilise. Le cerveau et le corps fonctionnent en tandem au sein du système nerveux global. Donc il n'y a pas vraiment de séparation entre les deux. Ce qui est dans le cerveau est dans le corps, et ce qui est dans le corps est dans le cerveau. Et le traitement va agir, donc au niveau du cerveau, sur sa neuroplasticité et sur sa neurogénèse. Donc certainement, parce que tout ça, ce ne sont que des hypothèses, il n'y a aucune preuve scientifique de ce qui fonctionne et ce qui se passe, mais a priori, il y a quand même des formations de nouvelles cellules cérébrales. Ce qui est sûr, c'est que cela conduit à des changements profonds, puisque ça, c'est ce que nous observons avec les patients. Sur une méthode pour soigner des trucs. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît? Ah, mais c'est beau. Attends. J'entends un micro allumé. Est-ce que la personne qui a son micro allumé peut éteindre son micro? Merci. Donc le champ visuel serait un reflet des processus continus qui se déroulent dans le cerveau et qui sont perçus dans le corps. Nous pouvons accéder à ces processus neuronaux et les influencer. Le fait de localiser les points de fixation dans le champ de vision permet de diriger l'extraordinaire mécanisme d'observation du cerveau sur lui-même, puis de travailler à la guérison de cet organe. Alors, le docteur Frank Corrigan a, lui, travaillé la question plus d'un point de vue neuro, et il a émis des hypothèses précises sur les circuits neuronaux impliqués, en particulier au niveau du mésencéphale. Donc, il a le colliculi supérieur et la substance grise périaqueducale. Donc, il a écrit des articles et il a repris les différents éléments du protocole de brain spotting et il suggère les circuits qui sont mis en œuvre. Donc moi, je ne vais pas entrer ici en détail dans la neurophysiologie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des hypothèses, pas de certitude scientifique, et que c'est un champ d'étude en devenir. Alors, la notion de double accordage est une notion qui est importante en brain spotting. Contrairement à l'EMDR, pour ceux qui le connaissent, qui est une thérapie qui est très procédurale, où il y a vraiment un protocole à suivre à la lettre, le brain spotting, lui, il est d'abord basé sur un modèle dans lequel le thérapeute s'accorde simultanément sur le patient et sur ses processus cérébraux.
Donc c'est ce que David Grand a appelé le double accordage. L'accordage relationnel et l'accordage corps-cerveau du patient créent ce double accordage. Et les deux sont aussi importants. C'est la combinaison de ces deux formes d'accordage qui donne le cadre du processus de guérison. Cette simultanéité de ce double accordage relationnel et neurobiologique favorise, par effet de synergie, un traitement ciblé, efficace et profond conduisant à la guérison. Le thérapeute est un réceptacle accordé et aussi un miroir du patient. Il crée le cadre qui permet au patient d'aller au contact de son expérience interne. Le thérapeute crée le cadre neurobiologique en trouvant les positions oculaires de résonance avec le patient qui est activé dans la problématique de son choix. Et le thérapeute prend lui-même pour spot le patient sur lequel il reste fixé pendant le temps du traitement et dont il observe minutieusement les manifestations corporelles. Le thérapeute est le témoin du processus. Puis, le thérapeute va amener le patient à maintenir son attention sur ce point et à observer en pleine conscience son processus interne d'une étape à l'autre. Ensuite, le thérapeute suit de près le processus du patient, mais dans l'ouverture. Quelle que soit la direction que va prendre le patient, quel que soit l'endroit où cela mène, sans jugement, sans analyse, sans hypothèse, sans présumer de ce qui se passe. Alors, pour vous donner un exemple de ce qui peut se passer comme ça au cours d'une séance, alors j'ai essayé de retrouver des séances, mais le problème c'est que quand on travaille en brain spotting en tant que thérapeute, voilà, ça c'est ma baguette, on reste constamment à tenir la baguette puisque le patient est focalisé sur le point. Et donc évidemment on ne prend pas de notes. Donc j'ai pas de notes, j'ai quelques notes de fin de séance, mais j'ai très peu de notes de séance de brain spotting. Et pendant tout le processus, il y a plein de choses qui viennent. Mais en tout cas, juste pour vous donner une idée de la manière dont on ne va pas juger ni présumer de ce qui se passe, je travaillais avec une patiente qui était dans une problématique de burn-out maternel. Et donc, on a ciblé ça. Donc, il y a un certain nombre de moments du quotidien qui sont venus, qui se sont succédés, de souvenirs. Et puis, à un moment, elle a commencé à me dire, là, j'ai envie de dire ça, ils me font tous chier. Et elle était hyper mal à l'aise de, poser ça, parler avec des gros mots, et elle se sentait mal à l'aise vis-à-vis de moi. Et donc, dans ces moments-là, c'est vraiment, ok, c'est ok, juste observer ça, ils me font tous chier, et rester avec ça. C'est parfait que ça soit là, maintenant, et continuer avec ce qui est là. Et donc, dans son processus, pendant 10 minutes, elle s'est répétée, ils me font tous chier. Et évidemment, il y avait tout un panel de heal qui est allé jusqu'à notre cher président. Et c'était ça, son process, pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, ça s'est apaisé. Et puis, il y a d'autres choses qui sont venues. Et ça s'est apaisé complètement. Donc ça, c'est la métaphore de la comète. Pour décrire la spécificité de ce traitement en brain spotting. Donc le patient et son processus sont représentés par la comète et le thérapeute, lui, il se situe dans la queue de la comète. Il a juste à suivre et à accompagner ce qui se passe. Donc c'est cette présence accordée comme un témoin qui est à l'origine du cadre relationnel qu'on peut appeler environnement thérapeutique bienveillant. D'après Frank Corrigan, l'association du regard intérieur sur une scène traumatique vécue et du regard bienveillant du thérapeute dont le patient a conscience participe à l'organisation et à l'intégration des informations traumatiques jusque-là non traitées. Donc concrètement, comment va se dérouler une séance ? Tout d'abord,
le patient va identifier une problématique. Donc, par exemple, je veux travailler sur un souvenir traumatique. Je me connecte à ce souvenir traumatique et je vais évaluer mon niveau d'activation. Donc là, on utilise la même échelle qu'en EMDR, qu'on appelle l'échelle du Sud. Donc on utilise une échelle de 0 à 10, où 0 correspond à pas du tout d'activation et 10 l'activation la plus forte qu'on peut imaginer. Donc je vais évaluer mon niveau d'activation par rapport à ce souvenir à 7. Et on va demander tout de suite, où sentez-vous l'activation dans le corps? Je la sens dans la gorge. Voilà. Et tout de suite, on va trouver le spot qui correspond à cette activation. Donc, on ne va pas du tout, comme en EMDR, s'il y a quelques personnes qui sont formées ou qui ont fait de l'EMDR, aller sur des cognitions, de la réflexion, de l'intellect. On passe de l'activation au corps, au spot. Et ensuite, commence le processus de pleine conscience focalisée. Donc, on demande au patient d'observer ce qui vient, de se laisser le temps et l'espace de voir ce qui vient et de ne pas présumer de ce qui va venir. Qu'on peut lui dire, attendez de voir ce qui va venir et ce qui va s'en suivre. Ne tentez ni de diriger le processus, ni de le cibler, ni de le freiner. Ayez confiance dans votre instinct. Alors, ce que David Grant ensuite a ajouté, alors au départ, quand il était dans sa pratique alternative de l'EMDR, qu'il avait appelé Natural Flow EMDR, il avait créé en studio avec des musiciens des musiques de sons bilatérales. Donc de la musique qu'il avait créée. Donc, par exemple, il peut y avoir la musique de la mer qui va passer de droite à gauche, ou de la rivière, ou de la pluie. Voilà, il y a tout un tas de musiques qui existent, qu'il a créées, qu'il a appelé la musique biolatérale. En tout cas, c'est le nom qu'il a donné à ces CD. Donc qui permet, comme en EMDR, d'activer stimuler les deux hémisphères cérébraux pour améliorer le traitement de l'information, ce qui est le principe de l'EMDR. Et donc quand il travaillait en Natural Flow EMDR, ces patients écoutaient en même temps, à faible volume, cette musique. Et quand il s'est mis à faire du brain spotting, lui, il n'a pas du tout utilisé son casque, puisqu'il faisait autre chose. Et au bout d'un moment, ses patients lui ont dit « Mais on peut remettre la musique ?» Et donc, il a rajouté la musique au traitement. Donc, le patient est focalisé sur un point et en plus, il écoute la musique bilatérale. Alors, c'est un plus, mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire au processus de brain spotting. Donc, sans musique, sans stimulation bilatérale, le brain spotting est tout aussi efficace. Mais c'est vrai que cette musique peut avoir un effet contenant, apaisant, qui va peut-être accélérer ou adoucir le traitement. Voilà, en tout cas, certains patients l'apprécient beaucoup. D'autres, par contre, sont pas à l'aise avec ça, donc ça peut fonctionner tout à fait sans. Donc, avant de commencer une séance de brain spotting, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, on peut faire un peu de psychoéducation et leur expliquer, comme je vous ai expliqué au début de mon intervention, que la direction de notre regard va influencer la manière dont on va se sentir, que le cerveau est vraiment très vaste et que nous, on a l'impression de connaître notre cerveau et nos fonctionnements internes, mais c'est comme la surface de l'océan, il y a ce qu'on voit et tout ce qui est en dessous qui est plus important. Donc en fonction de là où on va poser notre regard, on va pouvoir avoir accès à ce qu'il y a en dessous. Donc on leur explique qu'il y a juste à rester focalisé sur le point et à laisser faire et à observer ce qui vient. Donc parfois, au départ, certaines personnes auront besoin d'être guidées dans ce processus et dans cette pleine conscience focalisée.
Ce qui se passe, c'est que les problématiques de performance peuvent émerger au début du traitement. Donc les patients vont se dire non mais moi je sais pas faire, ou je vais pas bien faire les choses, ou il se passe rien avec moi, ou c'est trop bizarre ce qui me vient, j'ai des idées bizarres, je ne sais, ça n'a rien à voir, c'est pas ce qui doit se passer, j'ose pas vous dire ce qui se passe, ou même je n'aime pas ce que je ressens. Donc là on doit les soutenir et les éduquer par rapport à ce qui doit se passer, donc juste de leur dire ne réagissez pas à vos réactions, observez-les avec curiosité, voyez où ça vous mène, et tout ce qui se passe et ce qui doit se passer, c'est juste dans le processus, il n'y a juste rien à faire, juste à observer les choses. De temps en temps, bien sûr, on va revenir à la problématique d'origine pour demander à la personne que voyez-vous, comment sentez-vous les choses, comment c'est dans votre corps, et on va ramener régulièrement au corps. Parce qu'en brain spotting, ce qui se passe dans le corps prime sur l'émotionnel. On va chaque fois ramener aux sensations corporelles. Et bien sûr, quand on ramène à la problématique d'origine, on va réinterroger maintenant, sur cette échelle entre 0 et 10, à combien ça vous active. Et c'est parfois cette prise de conscience que le SUD a baissé. Je suis passée d'une activation à 7, maintenant ça m'active à 3. Cette prise de conscience permet aux gens de réaliser que quelque chose s'est passé, de faire le lien entre le changement et le traitement de brain spotting. Et ça permet de renforcer la confiance dans le processus et d'améliorer les guérisons futures. Donc, le moi conscient observe le moi profond avec curiosité, sans le critiquer. Je voudrais que ça s'enlève. Je ne sais pas comment faire. Ce traitement de pleine conscience ciblée se produit donc dans cet état d'activation ciblée, c'est-à-dire je suis simultanément activée par rapport à ma problématique et fixée sur un point. Du coup, c'est plus rapide et plus efficace que la plupart des formes de pleine conscience qu'on peut, par exemple, expérimenter dans des états méditatifs. Donc, le thérapeute va beaucoup laisser faire. Il peut être très silencieux pendant le processus, pendant le traitement. L'idée, c'est qu'on va vraiment privilégier le traitement implicite. Et en même temps, pour certaines personnes, le thérapeute va être très actif, va beaucoup parler, beaucoup accompagner. Et ça, en fait, ça va se faire vraiment en fonction de la personne qui traite et de ses blessures d'attachement, de la nécessité qu'il a besoin d'être soutenu, accompagné. Qu'on va s'adapter à chaque patient et à chaque séance. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce processus de pleine conscience ciblée? Il y a des images qui peuvent venir en rafale, des images qui peuvent venir au ralenti, des voiles dissociatifs qui vont se lever, c'est ce que j'appelle les bulles dissociatives qui éclatent, où tout d'un coup, il y a un souvenir qui émerge que la personne avait complètement oublié. Parfois, ça va être très silencieux et on va rester pendant un moment face à la personne qui ne dit rien. Ça peut se passer uniquement dans le corps avec des manifestations corporelles, des sensations corporelles qui bougent, qui se manifestent, qui disparaissent, qui se transforment. Parfois, on va rien comprendre à ce qui se passe ou on va avoir l'impression qu'il ne se passe rien. Mais à la fin, de toute façon, ce qu'on observe, c'est que le niveau d'activation a baissé. Donc on fait confiance au processus de guérison du cerveau. Alors, comment on va trouver ces fameux spots dans le champ visuel? On a plusieurs méthodes pour trouver les spots. Donc la première, c'est l'outside window, donc à travers la fenêtre extérieure. C'est-à-dire que le patient est en face de nous, il est activé sur sa problématique et on va passer devant ses yeux la baguette et observer ses réflexes involontaires.
Donc ça peut être des clignements d'yeux, des mouvements involontaires, une respiration, une déglutition, tout un tas d'indices qui nous montrent que là, à l'endroit où on passe, qui génère un réflexe, il y a un spot et on va s'arrêter. On peut aussi utiliser l'inside window, c'est-à-dire la fenêtre intérieure. Et là, la personne est activée sur sa problématique et on va lui demander, et vous ressentez cette activation plutôt vers la droite, au centre ou vers la gauche. Et puis on peut passer devant les yeux du patient pour lui demander à quel endroit vous vous sentez plus activé. Et là, de manière très étonnante au départ, la personne va dire « Oui, plutôt par là. Non, là, vous êtes allé trop loin. Revenez un peu. Voilà, c'est là. Non, à droite. Ok, c'est là, exactement là. » Et en fait, les patients savent exactement repérer quel est le point où ils sont le plus activés. Ensuite, il y a les gaze spots. C'est des points de fixation intuitive. Donc, j'imagine que vous avez tous remarqué, parfois, on est absorbé par un problème, par une pensée, et notre regard a l'air perdu dans le vide et on est dans nos processus cérébraux. Et en fait, on est fixé sur un point dans le vide. Ça, c'est ce qu'on appelle les gaze spots, ces points de fixation intuitive. Donc, quand un patient va évoquer une problématique, parfois, il se met à regarder en haut et il va nous parler de son souvenir en regardant dans cette direction-là. Donc là, on va l'inviter à rester dans cette position, à fixer le point que naturellement, intuitivement, il était en train de fixer. Voilà. Ensuite, on peut, pour les patients qui sont trop débordés par les activations, utiliser un point ressource pour commencer le traitement d'un traumatisme, par exemple. Alors, un point ressource, on va demander d'abord à la personne de se connecter à l'endroit dans son corps où elle est le plus calme. Par exemple, moi, là, je me sens très calme dans mes pieds. Donc, je me connecte au calme dans mes pieds et je vais maintenant trouver le point de fixation qui est le plus relié au calme dans mes pieds. Voilà, là, quand je regarde dans cette direction, c'est vraiment relié au calme dans mes pieds, c'est le point ressource. Et en étant focalisé sur ce point ressource, je vais revenir au souvenir qui m'active et commencer le traitement. Donc ça peut permettre d'adoucir le process. Et puis, bon, alors il y a plein d'autres techniques, mais je vais juste vous présenter quelque chose qui est un peu rigolo. Qui sont ces lunettes pour faire du brain spotting à un œil. On s'est rendu compte que parfois, alors ça peut être utilisé pour les patients qui sont trop activés ou pour les patients qui ne sont pas assez activés par une problématique. Donc, quand je me connecte à une problématique, on va dire, elle m'active sur une échelle de 0 à 10 à 9. Si je cache cet œil, donc si je cache mon œil gauche, et quand je pense à cette problématique juste avec l'œil droit, ça m'active à 4. Et avec l'œil gauche, ça m'active à 6. Donc je vais commencer le traitement en cachant un œil et en étant focalisé uniquement sur l'œil qui est activé à 4. Donc ça permet de faire des traitements séquentiels et que les personnes ne soient pas débordées. Voilà, donc ça peut être utilisé. Et parfois, quand les gens ne sont pas du tout en contact avec ce qui les active, ça peut permettre d'avoir une prise. Et je me sens, avec les deux yeux, pas du tout activé, activé à 2 sur 10. Mais par contre, là, je me sens activé à 6. Et du coup, je vais pouvoir commencer à travailler sur ce spot d'activation. Donc, on peut traiter les douleurs aussi. On peut traiter, parce que il y a beaucoup d'interactions entre les douleurs dans le corps et les traumatismes. Donc on peut partir d'une douleur en brain spotting.
quand on traite un trauma, on va le traiter de manière séquentielle. Donc c'est différent de l'EMDR classique où en général quand on traite un trauma, on part sur le moment qui a été le plus perturbant. Là, on va commencer par travailler sur le premier moment où vous avez su qu'il allait se passer quelque chose de... voilà, qu'il allait se passer quelque chose de problématique. Par exemple, sur un accident de voiture, à quel moment vous avez commencé à sentir qu'il allait se passer quelque chose de grave? Ben, ça va être au moment où j'ai vu arriver la voiture, avant l'accident, mais j'ai déjà commencé à voir arriver la voiture. Et donc, on part là-dessus. Alors, on peut appliquer le brain spotting aux sportifs, à leur performance sportive. Donc, c'est de là dont le brain spotting est parti d'ailleurs, avec la patineuse. Chez les sportifs, il y a beaucoup de traumatismes qui s'accumulent au fil du temps, des traumatismes physiques, des blessures répétées. Et tout ça, c'est très étroitement lié. Alors, je vais vous partager un petit peu ce qui s'est passé pour moi, mes premiers pas avec le brain spotting. En fait, au cours de la première session de formation, donc j'étais à Paris et je logeais chez une amie. Et j'étais en train de lui expliquer, je rentrais de ma première journée de formation et j'étais donc en train de lui expliquer, j'étais très enthousiaste concernant le brain spotting. Et sa fille à l'époque avait 2 ans et demi. Elle était propre, mais elle avait très peur en fait de faire caca dans le pot. Donc elle gardait les couches pour pouvoir faire caca, même si elle savait à quel moment elle avait besoin d'aller sur le pot et voilà. Mais donc elle maîtrisait complètement ça, mais elle avait peur d'aller sur le pot et de faire dans le pot. Et donc alors qu'on était en train de parler, elle est arrivée voir sa mère et en gros elle lui a dit voilà j'ai fait caca dans la couche, donc sa mère lui a enlevé la couche et ensuite lui a dit bon maintenant tu mets une culotte. Mais elle avait, en anticipant le fait qu'elle pouvait avoir besoin de faire caca un peu plus, elle ne voulait pas mettre de culotte. Et moi, j'avais ma baguette, donc c'est pas cette baguette-là, parce qu'on a en brain spotting une petite baguette qui est comme un pointeur télescopique, du coup. Donc j'ai sorti mon pointeur télescopique, et comme elle était activée sur sa problématique, j'ai passé la baguette devant ses yeux, et hop, j'ai trouvé un réflexe. Et je lui ai demandé, regarde le bout du pointeur. Et elle est restée, donc elle avait 2 ans et demi, elle a dû rester, mais maximum 1 minute à regarder le pointeur. Et puis ensuite, elle a regardé ailleurs. Et je lui ai dit, c'est ok, tu mets la culotte? Et elle a dit, oui, ok, je mets la culotte. Et son problème a été réglé. Donc, bah voilà, c'était ma première expérience significative avec le brain spotting. Donc ça peut être très efficace aussi avec les enfants. Donc j'ai beaucoup travaillé en thérapie avec des enfants. Et avec des enfants, c'est assez ennuyant en fait de faire du brain spotting parce qu'il se passe rien, pas grand chose. C'est vraiment pas du tout au niveau cognitif chez eux, mais ça règle les problématiques très rapidement. Donc ensuite, quand je suis rentrée de ma première session de formation, j'ai appliqué, je faisais de l'EMDR avec la plupart de mes patients, et j'ai donc appliqué le brain spotting à ces patients qui avaient l'habitude des process en EMDR, et donc qui ont expérimenté un autre type de processus. Alors, du coup, j'ai une de mes patientes qui m'a expliqué, qui a donné une métaphore que j'ai gardée en tête depuis. Donc, elle m'a dit, en fait, en EMDR, c'est comme si on était en train de nettoyer ce qu'il y a devant nous sur la table. Donc, on enlève tout ce qu'il y a juste devant nous sur la table. On nettoie la table. Alors qu'en brain spotting, on va nettoyer vraiment l'ensemble de la table et enlever toutes les poussières qui se trouvent sur toute la surface de la table. Donc les patients ont vraiment senti qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond qui opérait. Voilà. Après, je ne remets pas du tout en question l'efficacité de l'EMDR, que je peux continuer aussi à utiliser, mais voilà,
je voulais partager avec vous cette métaphore parce que je la trouve pertinente. Et ce qui s'est passé, c'est que en faisant du brain spotting avec ces patients, j'ai eu beaucoup de fins de suivi, des gens qui sont rapidement arrivés au bout de leurs difficultés. J'ai eu aussi beaucoup de bulles dissociatives qui ont explosé, c'est-à-dire des patients qui reprenaient contact avec des souvenirs auxquels ils n'avaient plus accès. Et donc, dans ces traitements, exactement de la même manière que ce que décrivait David Grant avec la patineuse, il y a des choses qu'on avait déjà traitées en EMDR qui émergeaient, mais voilà, autrement, plus rapidement, et des choses qui n'avaient jamais été abordées qui émergeaient aussi. Et un de mes patients avec qui je faisais de l'EMDR depuis des années, qui a un très très gros trouble dissociatif, a pu, grâce au brain spotting, réaliser l'origine traumatique de ses phobies d'impulsion, alors que vraiment on patinait en EMDR. Par contre, le brain spotting n'a pas guéri ses troubles dissociatifs. Il y a d'autres choses qu'on a fait avec lui, mais voilà, c'était vraiment une avancée très significative pour lui dans sa thérapie. Donc, comment moi j'utilise le brain spotting dans ma pratique ? Alors moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est sa facilité d'application sur des problématiques très vastes. Le MDR que j'utilisais d'abord principalement pour traiter les patients, demande vraiment d'aller chercher des souvenirs sources. Enfin, il y a tout un tas de protocoles. Et là, en fait, en brain spotting, on n'a pas besoin de « Ok, vous avez beaucoup de tristesse, vous savez pas d'où elle vient, elle est très présente aujourd'hui. Hop, allez, on traite la tristesse. » Traiter la douleur, traiter la fatigue chronique, l'émotion de dégoût. Voilà, on peut vraiment l'utiliser sur des problématiques très vastes et dont on n'a pas besoin de connaître l'origine traumatique. Et puis cette liberté d'intégrer le brain spotting à sa pratique. Donc en fait, moi je travaille avec mes patients principalement avec la thérapie DNMS, donc cette thérapie des états du moi, où je vais travailler directement avec les parties dissociées, enfants, blessés des patients. Donc j'ai un dialogue direct avec ces parties, je les stabilise, enfin voilà, il y a tout un travail qui se fait. Mais quand la partie enfant est stabilisée, j'utilise souvent le brain spotting pour traiter les émotions qui restent ou traiter des traumas. Et la combinaison des deux est très efficace, ou parfois on ne sait pas trop comment travailler, il y a une problématique, on part du brain spotting et ça peut faire émerger des parties dissociées avec qui je vais d'abord stopper le brain spotting, dialoguer, puis reprendre du traitement en brain spotting. Enfin voilà, après c'est vraiment très intuitif, très créatif, mais ça s'intègre vraiment dans ma pratique. Oui, alors je voulais juste vous donner un exemple d'une séance récente que j'ai faite avec une patiente sur la peur de conduire, qui n'avait aucune origine traumatique. Mais cette patiente, c'était récurrent dans son discours que c'était difficile pour elle de conduire, d'être au volant, encore plus de conduire de nuit, etc. etc. Et c'était quand même assez embêtant dans sa vie de tous les jours. Donc, on a commencé par traiter... on est parti sur la dernière fois où elle avait eu peur au volant. Et puis là, sont venus le fait de conduire la nuit, d'autres fois où elle avait eu peur... un moment où il fallait s'insérer dans une autoroute. Puis est venu un souvenir d'un livre qu'elle avait lu où il y avait une histoire terrible d'une mère qui voyait son fils avoir un accident de voiture. Puis des souvenirs qui sont venus où elle se trouvait à l'arrière de la voiture quand son fils aîné conduisait et elle était paniquée. Voilà, des grosses angoisses. L'idée que dans le futur, ses enfants vont partir seuls en voiture, tout un tas de choses. Et ce qu'il y a de très spécifique en brain spotting, c'est que quand on va évaluer le niveau d'activation, même s'il est à 0, en fait, on va demander au patient de fermer les yeux et d'aller chercher à l'intérieur de lui s'il ne reste pas des choses qui peuvent faire remonter son niveau d'activation. Donc il va vraiment scanner à l'intérieur de lui s'il ne reste pas un petit quelque chose. On ne s'arrête pas
au 0 sur 10. Donc on a creusé avec elle, tant et si bien qu'elle a un souvenir, enfin une image qui est venue. Non, elle a commencé à me dire, j'ai l'impression de me sentir dans au volant d'une voiture, mais une voiture de Formule 1. Et c'est comme si j'étais le pilote. Et donc elle se sent conduire cette voiture de Formule 1. Et puis tout d'un coup, en fait, elle voit la voiture prendre feu. Et elle regarde la scène. Et elle se sent comme si elle perdait un être cher. Et puis tout d'un coup, elle réalise qu'elle est dans la voiture et qu'elle est en train de mourir. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus du tout d'activation. Donc après, on n'a pas essayé de chercher qu'est-ce que c'était, si c'était un souvenir qui lui appartenait, quelque chose de transgénérationnel, une vie antérieure. Enfin voilà, après on peut faire plein d'hypothèses, mais là en fait on s'en fiche. Mais ça c'était vraiment le dernier élément qui est venu au cours de cette séance de brain spotting, qui était très surprenant. Et puis quand plus elle cherchait à l'intérieur pour voir s'il y avait des choses qui l'activaient, ben non, il n'y avait plus rien qui l'activait. Et depuis, donc la première chose significative pour elle, c'est qu'elle a pu faire un créneau sans problème, sans se poser de questions, alors que c'était quelque chose de compliqué pour elle. Et après coup, elle m'a dit « Ah mince, j'ai pas réalisé, mais la dernière fois, j'ai fait un créneau et ça s'est super bien passé. En fait, je me suis même pas posé de questions, comme si ça n'était déjà plus dans son champ des problèmes. » Et puis après, en conduisant, jusqu'à maintenant, elle a plus été activée. Voilà. Donc c'est récent, ça a 3 semaines. Mais voilà, du coup, c'est un des souvenirs d'une séance récente que je voulais partager avec vous pour que vous ayez une petite idée de ce qui peut se passer au cours d'une séance. Donc oui, ce que je disais, c'est un peu tout à l'heure, c'est que j'utilise toujours le brain spotting quand je ne connais pas l'origine traumatique ou quand le patient n'a aucune idée de l'origine traumatique, parce que je sais la puissance du brain spotting pour aller vraiment chercher hors du champ de conscience du patient. Donc par exemple cette histoire de peur au volant, le brain spotting va aller débusquer ce que le MDR ne fera pas forcément, parce que le MDR va rester plutôt au niveau du cortex préfrontal et du système limbique, alors que le brain spotting lui va aller plus profondément dans le cerveau jusqu'à l'amygdale, au tronc cérébral, et du coup il va aller chercher dans des zones cérébrales non verbales. Donc c'est vraiment une thérapie qui n'est pas cognitive, qui ne passe pas par le néocortex qui régit les fonctions cognitives supérieures, les zones du langage et de la conscience. Et parfois, pour le thérapeute, du coup, ça peut être un peu ennuyant. C'est-à-dire que nous, on a vraiment à rester dans un processus de pleine conscience, centré sur le patient, sur ce qui se passe. Et s'il ne se passe rien, accompagner qui ne se passe rien. Et vraiment rester, nous aussi, focalisés sur lui pour être un cadre contenant à son processus, et quand nos pensées partent sur autre chose et que je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que j'ai sur ma liste de courses pour tout à l'heure, je reviens vraiment dans ce processus de pleine conscience à ce qui se passe, même s'il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, les applications aux sportifs, j'en ai un peu parlé. Et on peut utiliser aussi avec les sportifs le modèle d'expansion. C'est-à-dire que si un sportif a réalisé quelque chose, a réussi quelque chose, on peut trouver le point qui correspond à la réussite et là aller sur un traitement d'expansion où on va au contraire augmenter encore plus ses capacités, ses performances. Voilà, c'est aussi une autre façon de faire du brain spotting. Et enfin, on peut l'appliquer aux artistes. Donc les spots vont être des points d'accès à la fois à la créativité. Donc pareil, on peut être sur un modèle d'expansion par rapport aux différents talents artistiques, mais aussi aux blessures. Et contrairement aux idées reçues, où l'artiste peut se dire « Non mais je ne vais pas guérir ma souffrance parce que c'est la source de ma créativité. Donc si je perds ma souffrance, je vais perdre toute ma créativité. » En fait, non, plus un artiste a traité ses traumas, plus profond et plus ouvert sera son processus créatif. Ça va débloquer sa créativité. Le trauma, il n'engendre pas la créativité, en fait, il l'inhibe. Les capacités de créativité, elles sont entravées par les traumas. Et le brain spotting peut les libérer. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc je vais arrêter ce
Partage d'écran. Et voilà, revenir à vous pour savoir si vous avez des questions, des remarques par rapport à ce que je viens de vous présenter. Je viens commencer. Oui. Donc, je voulais savoir du coup... Bonjour, et même allumer votre caméra, comme ça je me sentirai moins seule devant mon écran. Allez, j'ai allumé la lumière, donc... Alors... Voilà. Bonjour Olga. Est-ce que vous utilisez encore le MDR du coup? Ça m'arrive. Qu'est-ce qui va vous faire rebasculer sur le MDR? C'est très intuitif chez moi. Donc je vais pas vous... Ouais. Je vais pas pouvoir vraiment répondre de manière... Et du coup, un petit lien aussi avec le travail sur un œil. Moi, en EMDR, c'était le cerveau qui travaillait. Je me disais toujours, j'ai un strabisme. Et du coup, les yeux qui ne fixent pas le même endroit. Est-ce que ça peut du coup faciliter ce travail sur un seul œil? Alors oui, il y a certainement des choses à explorer dans le travail avec un œil, j'imagine. Je n'ai pas de réponse affirmative, mais ça paraît être en effet une piste à explorer. C'est pas quelque chose que vous avez rencontré? Parce que alors, les spécialistes de MDR ne savaient pas me dire. Les spécialistes des yeux étaient flippés parce qu'ils ne connaissaient pas le MDR. Et du coup, j'étais... Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ce que j'ai identifié, c'est que parfois, il y a vraiment des zones du cerveau, enfin, des parties dissociées de vous, des parties émotionnelles dissociées de vous, qui vont être plus de ce côté, de ce côté, de ce côté. Donc, on peut imaginer que c'est relié plus à un œil ou à un autre. Et du coup, quand ça part dans... Moi, j'explorerais ça déjà... pas en EMDR ou en brain spotting, mais en DNMS pour aller déjà essayer d'explorer qu'est-ce qui est là. Qui c'est qui s'exprime à travers ces différents mouvements. D'accord. Oui, voilà. Vous allez sur les parties dissociées d'abord avant de cibler. Oui. Très bien. Et vous avez parlé de 10 minutes. Vous avez une durée maximale sur un spot? Non. Non, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à 0, 0, 0. Après avoir, il appelle ça le fait de revenir, même si c'est 0, d'aller regarder à l'intérieur de soi s'il ne reste pas quelque chose qui peut faire remonter le niveau d'activation. Il appelle ça presser le citron. Donc on va presser le citron, presser le citron, presser le citron, et quand le citron est bien pressé, on arrête. Quand il n'y a plus du tout d'activation en fait. Ok, donc ça peut prendre... ça peut prendre 1h30 s'il y a besoin que ça prenne 1h30. D'accord. Merci. Je laisse la parole. S'il y a des questions qui me reviennent plus tard, je vous ferai signe. Moi, j'ai une question. Oui. Pour les personnes souffrant d'alexithymie, est-ce que, j'ai compris que le brain spotting ne fonctionnait pas forcément avec les émotions, plutôt avec le corps? Oui, mais il faut que la personne puisse quand même sentir de l'activation. Donc, si la personne n'est pas du tout en contact avec ses émotions, on ne va pas pouvoir partir de son niveau d'activation et de ce qui se passe dans son corps. D'accord, voilà, c'était... Si je suis coupée de mes émotions et de mon corps, là, du coup, j'ai aucun point d'accès, en fait. D'accord, merci. Alors, je vois une question dans la discussion. Alors, je dis la question à haute voix. La thérapie DNMS permet-elle de travailler avec des patients qui ont un trouble dissociatif de l'identité? Oui, complètement. C'est complètement adapté. Moi, j'ai des patients qui ont des troubles dissociatifs de l'identité et avec qui je travaille en DNMS. Mais je peux aussi, là récemment, j'ai travaillé du coup avec une patiente qui a un TDI. J'ai travaillé sur une problématique qui concernait un des haltères en brain spotting. Voilà. Alors, alors, vous voulez que je vous explique ce qu'est la thérapie DNMS? C'est pas vraiment le lieu. Peut-être que je pourrais l'expliquer au cours d'une autre présentation si vous le souhaitez.
En tout cas, vous pouvez. J'ai des petites vidéos explicatives sur mon site, mais là, je ne veux pas non plus complètement sortir du sujet. Mais vous pouvez communiquer votre site. Oui, alors je vais vous écrire mon site. Enfin, c'est www.aliciaghiazzo.com. Et donc là, il y a, si vous allez pour les patients, il y a une vidéo qui explique pour les patients et une vidéo qui explique pour les thérapeutes. Donc si vous allez sur thérapie DNMS pour les patients, il y a une petite vidéo qui explique. Et si vous allez sur formation DNMS, il y a une vidéo, enfin 2 vidéos qui sont à destination des professionnels. Il y a quelqu'un qui demande si la dépersonnalisation peut entraver le processus du brain spotting. La dépersonnalisation, c'est un symptôme dissociatif. Donc, c'est un symptôme. Après, je ne sais pas, ça dépend ce qu'on traite en brain spotting. La question est... Enfin, je ne sais pas comment répondre à cette question. Si à un moment, une personne, au cours d'une séance de brain spotting, traverse de la dépersonnalisation et que ça reste, moi dans ce cas, je vais arrêter de faire du brain spotting et je vais la stabiliser et je vais explorer avec d'autres outils pour travailler plutôt avec la dissociation que uniquement dans un traitement brain spotting. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne. Alors, où est-ce qu'on trouve des thérapeutes brain spotting ? Il y a un annuaire, mais... Alors moi, par exemple, ça fait du coup depuis 2014 que je fais du brain spotting, mais je suis jamais allée au bout de la certification, parce qu'en EMDR, on a une certification, et du coup, en brain spotting, ça rajoutait une certification... et etc., etc. Et bon, voilà, je suis formée à plein d'approches. Donc, moi, par exemple, vous ne me trouverez pas sur un annuaire. Donc, vous pouvez trouver des thérapeutes certifiés sur un annuaire. Donc, vous allez, je crois, sur le site de l'IETSP, qui sont l'Institut IETSP, l'Institut de formation qui forment en brain spotting. Et puis ensuite, moi qui ne suis pas certifiée parce que je ne suis pas allée au bout de ce processus, parce que j'en voyais pas l'utilité pour ma pratique, c'est écrit sur mon site. Donc après, je sais pas, dans des recherches... de nombreux thérapeutes EMDR se sont formés en brain spotting et ne se sont pas certifiés, donc c'est pas évident de... Oui, alors après, j'ai vu du coup que le docteur Zazik, lui, il avait créé un dérivé du brain spotting, une autre manière, avec une autre appellation. Donc, il doit certifier des gens aussi. Et il y a une question que j'ai ratée. Oui, je pense tout à fait que l'alexithymie, c'est une forme de dissociation. Puisqu'on est coupé de ce qu'on ressent. Bonjour. Bonjour. J'avais une question. Je suis étudiante en Master 2 de psycho. Oui. Et donc, je n'ai pas encore de patients ou autre. Mais je me posais une question par rapport au... Vous avez dit qu'avec le brain spotting, on pouvait traiter certaines émotions. Oui. Donc, des choses assez vastes, comme la tristesse, etc. Mais du coup, grâce à ça, est-ce qu'après, on peut accéder aux raisons plus particulières de ces émotions, ou bien est-ce que c'est OK et on traite simplement l'émotion et il n'y a pas besoin d'aller plus profondément ?
Alors en fait, on traite ce qui vient et je peux pas vous dire ce qui va émerger pour chaque personne. Donc quelqu'un va être connecté à de la tristesse et il peut y avoir un souvenir qui émerge relié à cette tristesse. Ou il peut y avoir juste, c'est un peu ce que je disais, des sensations dans le corps qui vont évoluer. Tout est possible. D'accord, Et évidemment, on va traiter en fait la tristesse avec laquelle la personne est connectée. Donc on va pas traiter certainement tous les domaines qui la rendent triste, mais là, à ce moment-là, ce qui est en jeu dans sa tristesse du moment. Donc ça peut aider et faire un premier... dégager un petit peu les raisons et éclaircir un petit peu Complètement. les raisons de la tristesse de la personne. Oui. D'accord, merci. Je veux bien reprendre la parole. Oui. Quand vous avez évoqué le Natural Flow EMDR, Oui. donc c'est que Monsieur Grand avait déjà une technique Oui. particulière de EMDR qu'il utilisait. Voilà. C'était En fait, il utilisait des mouvements, des stimulations visuelles lentes continues avec les audios. D'accord. Donc ça, c'est déjà une version améliorée de l'EMDR. C'était sa version, oui. Sa version. Merci. Enfin, qui pour lui était améliorée. Après, moi, je ne l'ai jamais testé, mais voilà. Ok. Comme du coup, maintenant, le docteur Zazik a créé une version différente du brain spotting. Mhm. Alors, j'imagine qu'on peut partir en brain spotting sur une situation de oui, je me sens bloquée, je me sens inhibée, et puisque l'idée de la patineuse, elle partait sur je suis bloquée, j'arrive pas à faire ma triple boucle, et c'est ça qui a été ciblé. Donc on peut cibler l'inhibition intellectuelle ou dans cette situation, je me suis auto-sabotée, je me connecte à ce mouvement d'auto-sabotage et je le travaille en brain spotting. Mais après, bon, ça, ce n'est vraiment que mon opinion. Je pense que quand on a des gros traumas et des grosses blessures d'attachement précoces et voilà, et plein de choses très complexes, pour moi, juste le traitement des traumas, ça suffit pas. Pour moi, vraiment, le travail aussi avec les parties du moi autour de la satisfaction des besoins est hyper important. Mais bon, après, je peux pas vraiment développer ça, mais c'est ok quand on a été victime que les thérapies des traumas ne soient pas suffisantes. Pour moi, c'est normal. Enfin, voilà. Il y a d'autres besoins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je reprends si on a toujours le temps. Okay. En ce moment, il y a beaucoup de questions sur les forums par rapport aux faux souvenirs, à l'induction des faux souvenirs, donc à l'EMDR avec l'hypnose. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez un commentaire sur ça par rapport au BSP. Pour moi, il n'y a pas de faux souvenirs. Tout ce qui vient est pertinent. Je vois pas comment on peut induire un souvenir si la personne elle a juste un souvenir qui émerge comme ça tout seul. Alors oui, évidemment, si je suis dans un groupe thérapeutique, que je fais une constellation familiale et qu'au milieu on met l'inceste, là, je peux induire quelque chose. Ok ? Mais dans une séance en individuel où le thérapeute accompagne le patient, le suit, laisse émerger ce qui doit émerger sans rien suggérer, là, je vois pas où peut se situer les faux souvenirs et après. Ouais, et puis c'est vrai que là le thérapeute est très en retrait quand même. Oui. Et puis même moi quand je travaille en thérapie des états du moi
et que je ne suis pas en retrait, et que je suis vraiment... j'accueille la parole, en fait. Je suggère rien. Je vois pas comment je pourrais créer ou enfin, je suggère rien, vraiment. Donc, du coup, le patient, il a raison, il sait. Et bon, l'histoire, voilà, des fois, il y a des choses très étranges qui arrivent et ça peut être du transgénérationnel ou autre. Mais après, quoi qu'il en soit, la personne va pas s'attacher à l'histoire qui est venue si elle va bien et si ça règle son problème, après, c'est évacué. Ok, merci. Et sur une note un peu plus légère, vous parliez des artistes. Oui. Est-ce que du coup, on pourrait penser à libérer le potentiel artistique de chacun? Bien sûr. Je l'ai un peu observé sur moi, qui était vraiment dans alors je me sens pas du tout artiste, hein, mais en tout cas ma créativité était vraiment très bloquée et voilà, et à force de travailler sur moi, ça se libère et je peux accéder à des processus créatifs qui sont ce qu'ils sont, en tout cas qui me font plaisir. Chouette, merci. Alors j'ai vu une question. Alors, le DNMS sert-il à créer un accord, une harmonie entre les différentes parties ou à les recoller? Alors, on ne recolle pas, mais on intègre. Des parties peuvent s'intégrer, mais avant de les intégrer, déjà, l'idée, c'est de les apaiser. Et plus on va apaiser les parties, moins il va y avoir de conflits entre les parties. Donc, en effet, ça va créer de l'harmonie. En ayant travaillé avec, évidemment, plusieurs parties. Et à la fin, évidemment, le but ultime, c'est l'intégration, mais ça prend du temps, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on s'arrête là? Vous avez mentionné l'IFS en même temps que le DNMS. Oui. Elles vont être à peu près enfin, en tout cas, avoir les Il y a des différences. Ouais. Oui. Mais ça va être pour traiter les différentes parties du moi. Enfin, D'accord. Voilà. Merci. Mais c'est le même genre de thérapie. Ok, est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire par rapport à ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui? Alors. Non, tous les patients dissociés. Oui, la question, l'intégration concerne les patients atteints de TDI ou tous les patients dissociés. Non, tous les patients dissociés, en fait, c'est l'intégration de parties dissociées. Ça ne concerne pas que les TDI. En fait, la dissociation, elle se situe sur un continuum. Donc, on a des fonctionnements dissociatifs qui vont de très peu dissociés à très très dissociés. Donc, l'extrême du continuum, c'est le trouble dissociatif de l'identité. Mais bon, tout ça, c'est la même chose, en fait. Pour l'alexithymie, où vous disiez qu'il faut le besoin d'avoir une connexion au corps pour pouvoir traiter en brain spotting. Qu'est-ce que vous faites du coup quand la personne ne veut pas se connecter? Je fais autre chose. Je fais pas du brain spotting. D'accord, mais vous avez d'autres oui, ben par exemple, je vais faire du DNMS. Ok. Et je vais aller interroger les parties qui sont peut-être responsables de cette coupure. Et qui ont des très bonnes raisons de couper le corps. J'imagine. Donc c'est pour ça, ce que je vous disais en introduction, que une approche ne peut pas traiter l'intégralité d'un patient, c'est ce qu'il dit. Et bon, voilà, du coup, je l'ai repris parce que pour moi, c'est pour ça que, de toute façon, je ne suis pas la seule à être une thérapeute qui a plein d'outils, plein d'approches et de pouvoir puiser dans tout ça en fonction des situations de chacun. Peut-être une dernière question avant qu'on s'arrête? Alors, comment faites-vous avec les patients qui intellectualisent beaucoup? Je ramène au corps, encore et encore. Quand les gens partent dans l'intellect, je ramène au corps.
Et après, une séance de brain spotting peut être aussi très bavarde. Il y a des séances silencieuses et des séances où les gens vont beaucoup parler. Donc je peux aussi juste les laisser parler. Mais régulièrement, au cours de la séance, je ramène au corps, au corps, au corps, au corps. Donc ça permet quand même de shunter l'intellect. J'ai une question. Là. Oui. Bon, on peut conseiller le brain spotting, mais par contre, est-ce qu'il y a des cas où on doit le déconseiller? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Pour moi, de toute façon, ce qui est surtout à déconseiller, c'est d'aller traiter des traumatismes chez des gens qui ne sont pas stabilisés. Donc, des gens qui ont vécu des gros traumas, ont des parties blessées, qui sont en souffrance. Et moi, la première étape, c'est d'aller contacter ces parties, de les stabiliser, de commencer un travail de guérison, d'abord sur ces parties, avant de toucher le traitement du trauma. Parce que sinon, ça peut... Oui, bien sûr. Ça peut être trop violent, en fait. En fait, c'est un complément à une pique. Il faut d'abord avoir quand même fait un choix. Mais certaines personnes vont pouvoir être capables... Après, c'est vraiment en fonction des personnes, être capable de traiter des traumas sans être débordé. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Je ne vais pas vous dire non... Il y a des personnes qui ont des traitements assez exceptionnels et incroyables et avec qui le brain spotting va être juste suffisant. Mais voilà, moi, l'attention que je mettrais, c'est voilà, quand les histoires sont vraiment très, très difficiles, il y a d'autres choses à faire avant de traiter les traumas. Et ce n'est que mon opinion par rapport à ma pratique. Merci. J'avais une dernière question, si vous me le permettez. Oui, je vous le permets. Merci. Vous avez dit donc que le thérapeute, pendant cette thérapie-là, doit être proactif. Et donc Non, parfois, en fait, il va être très silencieux. Donc, on va juste laisser faire. Mais si, justement, je suis face à quelqu'un qui a des grosses blessures d'attachement et je vais être très active dans son processus. Oui, parce que justement, je me disais, comment est-ce qu'on peut, si on doit laisser le patient laisser émerger, venir ce qui vient, le fait peut-être de l'interrompre et de lui demander ce qu'il ressent, est-ce que ça va pas casser Non, alors ça va pas être d'aller chercher des infos, mais plutôt de lui en donner, de le soutenir, de le guider. D'accord. Donc c'est pas nécessaire en fait il va vous partager ce qu'il ressent s'il en a. C'est pas nécessaire dans le processus. Les personnes sont invitées à dire ce qui se passe pour elles. Donc elles savent qu'elles vont dire ce qui se passe au fur et à mesure, mais parfois elles peuvent être silencieuses pendant 5 minutes, puis ensuite, ok, il y a ce souvenir qui me vient, ou là je me sens oppressée, ou quoi ou qu'est-ce. Après, quand quelqu'un ne dit rien, qu'on ne sait pas trop, on peut aussi dire qu'est-ce qui est là pour vous, mais pas plus. D'accord. Merci. Mais après, si quelqu'un est débordé, je vais peut-être même... je vais utiliser tout ce que je sais faire en tant que psychothérapeute pour aider la personne et la soutenir dans son processus. D'accord, très bien. Alors... Oui, bien sûr, le brain spotting est efficace sur les traumas de guerre. Ça fonctionne sur les traumas. Alors, pour le replay de l'intervention, du coup, on va essayer de... Moi, je l'enregistre depuis mon ordinateur. Donc, vous allez voir mon écran avec tous les moments où mon écran bouge et
Mais normalement, l'intervention a été enregistrée, donc il suffit juste que je la recoupe du début jusqu'à la fin et je peux vous la transmettre, Françoise, et vous pouvez la transmettre aux gens qui veulent le replay. Bien sûr, on la mettra sur notre chaîne YouTube et on la partagera sur nos réseaux sociaux aussi. Ok. Vous pouvez la retrouver. De toute façon, on vous signalera quand elle sera visible. D'accord. On s'arrête là-dessus? Je crois, oui, qu'il n'y a plus de questions. Ok. Ben, je vous remercie à tous et à toutes. S'il y a des tous, je sais, un toutes en tout cas. Pour votre attention et je vous souhaite une belle fin de samedi et un bon week-end. Merci Alice. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.